ce rythme endiablé, ça fait danser les races. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Dernier épisode sur les principes de l'animation, toujours avec Jean. Salut. Salut, ça fait vraiment bizarre, mais j'aime bien. C'est bien, ça me relaxe un peu pendant l'intro. Aujourd'hui, on va parler des actions secondaires, exagération, squash and stretch. Jean, est-ce que tu peux nous donner la définition d'une action secondaire, s'il te Ça plaît ? fait beaucoup de choses à parler. L'action secondaire en animation, c'est un principe qui dit que pour soutenir l'action principale, il faut rajouter des actions qui sont donc secondaires. Voilà. Non, c'est assez simple à expliquer. Ça peut être des choses comme un personnage qui parle et qui se gratte le nez. Ça peut être quelque chose comme un personnage qui joue avec un objet qu'il a dans la main. Ça peut être aussi un personnage qui n'est pas le personnage principal, qui n'est pas le héros du shot, mais qui est un personnage à qui on parle, mais qui, pour le garder vivant, va faire des actions secondaires. Donc, je sais pas. Ouais, un personnage timide qui va jouer avec ses mains ou ses manches, voilà. Ça peut être aider des à tas raconter. de choses. En fait, Voilà. et c'est aussi quelque chose qui doit supporter, c'est pas quelque chose de random, c'est quelque chose qui doit supporter l'histoire, qui doit être dans le caractère de votre personnage, et plein de choses comme ça. En fait, il faut vraiment que ce soit cohérent avec le reste, avec l'action principale. Il faut que ça ait la même énergie. Voilà, c'est important. Faut pas que ce soit un truc mou à côté d'un truc pas mou. Mais faut que ce soit pas quelque chose qui enlève le focus de l'action principale. C'est ça qui est très important. Il faut garder en tête, c'est le côté secondaire. Voilà, faut pas que ça vole la vedette. Mais ça exactement. doit aider à supporter. C'est très dur. C'est très très dur à mettre en place. C'est super chaud à bien faire. On a un excellent exemple qu'on déteste et qu'on adore à la fois, hein, Ah je bah, crois. on le hait, On mais le en même hait. temps, il est À chaque criant fois qu'on de le voit, génie, quoi. il est criant de génie. C'est dans Les Indestructibles 2, c'est un film dont on vous a jamais parlé. C'est au moment où Bob parle avec Edna. Ouais. Je crois que c'est la seule fois où il va la voir dans le film, d'ailleurs. C'est ça. Et il voit le... C'est pas la seule fois, c'est quand il lui amène le bébé parce qu'il Oui, sait quand plus il quoi amène le faire bébé, avec. voilà, il sait plus quoi faire avec le bébé. Et Edna lui parle, il s'assied sur une chaise qui pivote. Et Vers une table basse. Vers une table basse, et il se cogne le tibia dans la table basse. N'importe qui se cogne le tibia comme ça, même pas fort, tu hurles. Et lui, non, il se frotte à peine le genou. Mais ils se sont fait chier à animer ça, alors qu'on le voit à peine. Il faut le regarder 2-3 fois pour voir ce truc. Et en fait, c'est brillant. Parce qu'on perd pas le focus sur Edna, mais ça permet de garder le personnage de Bob hyper vivant, en fait, hyper réel. Et en même surtout, temps, c'est Monsieur c'est un Indestructible. monsieur indestructible, donc il se cogne, ça lui fait à peine mal, il se frotte à peine le tibia, il passe au truc. Et du coup, c'est marrant parce que ça le rend aussi un peu plus humain. Donc je trouve ça, et c'est dans un moment où il a besoin d'aide. Donc tu vois, il est vraiment au plus bas en fait. Et en plus, je crois il que est c'est trop lui cool. qui parle à ce moment-là. Je suis pas sûr que ce soit lui qui parle. Ou peut-être qu'il parle Mais et je que sais ça soit en même moi, temps. je Ouais. l'ai pas vu au premier visionnage, c'est vraiment au Ouais, non, deuxième non, ou au troisième non, où j'ai ouais, repassé la scène et j'ai fait. Mais c'est un scandale. Ouais, c'est un scandale. Ouais, non, vraiment. Mais c'est extrêmement bien fait. Donc ça, c'est l'action secondaire. Je sais pas si on a d'autres exemples, on en trouvera d'autres. Il y en a plein en fait. C'est surtout que c'est très discret, mais que ça ajoute un petit quelque chose en plus en fait. C'est ça. Le problème des actions secondaires, c'est que quand on va commencer l'animation au début, on va vouloir en mettre partout. Et puis. Après, on va vous dire que vous en mettez trop, donc vous en mettez plus. En fait, au début, on va en mettre partout. Vous allez montrer ça à quelqu'un, puis il va vous dire j'ai rien compris de ce qui se passe parce que c'est pas clair. Et en fait, c'est ça. Dans un premier temps, je vous dirais de travailler la clarté de vos animations, des pauses et où est-ce qu'on va, avant de rajouter tous ces petits détails qui, je dirais, font du bruit et qui rajoutent des informations. Mais assurez-vous que tout est clair et tout fonctionne avant de faire autre chose, quoi. Ouais, et c'est des trucs, si vous les faites vraiment bien et discrètement, ça peut vraiment être un gros kiff parce que ça vous permet d'être hyper créatif dans vos shots en fait. Ouais, je dirais que ça a beaucoup plus de valeur dans un premier temps de faire un shot qui est clair avec des belles intentions que de rajouter ça. En fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de après, tu vois, c'est du détail. Et si on reparle de l'épisode précédent, c'est une action secondaire. L'overlap, le follow-through, Oui, bien les sûr. cheveux, ce genre de choses. Ça raconte aussi quelque chose, comme je vous disais, le poids, par exemple la flexibilité d'un objet qui va se plier ou quoi, et qui va avoir du retard, c'est des actions secondaires, mais... Sauf si c'est l'action principale. Sauf si c'est l'action principale. Voilà, sauf si l'overlap est l'action principale. Et encore une fois, chaque règle, exception, etc. Voilà, les actions secondaires, ce qu'il faut retenir, c'est pas facile. Faire attention, que ce soit pas trop fort et que ça prenne pas la vedette. Mais super cool quand c'est bien fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'exagération ? Alors l'exagération, on vous en a parlé pendant à peu près tous les épisodes hors série, je pense. C'est qu'en animation, il faut absolument tout exagérer. Même quand on parle d'animes réalistes, donc pour des effets spéciaux, des animes photoréalistes, il faut toujours tout exagérer. Pourquoi ?
parce que, premièrement, c'est comme toute forme d'art, on n'essaie pas de reproduire la réalité à On essaie l'exact. de l'amplifier. On essaie de l'amplifier, on essaie de l'interpréter, de donner son point de vue. Donc, comme un peintre va pas... Même les peintres hyper réalistes, en général, ils vont rajouter des petites choses. Et ça va vous paraître réaliste, mais c'est pas fait de façon réaliste. C'est-à-dire que même quelque chose de réaliste, on va pousser le mouvement pour qu'il paraisse réaliste. Parce qu'on sait à l'écran, et ça va se voir sinon, c'est pas un vrai animal, c'est pas un vrai être vivant, c'est pas un vrai être humain qu'on essaie de faire. Et donc il faut amplifier le mouvement, il faut exagérer les choses pour donner plus de vie en fait. C'est ça le truc, c'est l'illusion de la vie. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Illusion of Life qui parle de ça, et de Disney, et c'est vraiment donner cette illusion de la vie en exagérant les choses. Bah, 2 bons exemples pour ça. Un qui n'est pas relié à l'animation mais qui est relié, je dirais, au cinéma. Le son, les bruitages dans les films en fait. Jamais de la vie vous allez voir un film avec des bruitages, je dirais, communs ou comme on l'aurait dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, tout simplement, on n'y croirait pas. S'il y a des mecs qui se battent et que tu mets pas les gros bruitages de coups de poing et tout ça, on se dirait, c'est faux en fait. Mais en fait, quand tu te bats dans la vraie vie, ou je prends un exemple, je me suis jamais battu dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, il y a plein d'actions qu'on fait qui font pas forcément de bruit. Typiquement, on est en train forcément de replier du linge, ça va être surbruité. Alors le cinéma asiatique le fait énormément et beaucoup plus que nous, mais nous ça va être surbruité dans une certaine limite, juste pour habiller encore plus, de manière sonore, tout ce qu'on peut entendre et voir. Donc il y a un métier pour ça qui s'appelle les artistes de follet, qui eux c'est leur boulot de prendre n'importe quel objet, de le taper contre un autre objet, et puis ça te fait croire que c'est complètement un autre objet avec l'image. Et du coup voilà, il y a ça. Et j'ai un contre-exemple à ça parce que c'est super intéressant du coup. Les films où il n'y a pas de son, les films muets avant, regardez les mouvements comme ils sont amplifiés. Parce que justement il n'y a pas de son, donc on est obligé d'amplifier le mouvement à mort. Donc si vous pensez à Charlie Chaplin ou à Buster Keaton, pour en fait vendre le gag, l'information, et qu'on voit que ce soit hyper clair. Parce que vous pouvez pas, s'il n'y a pas de son, en fait, vous n'allez pas vous rendre compte. Le son, c'est, comme l'a dit Robin, c'est 50% du cinéma, du film. Donc, en fait, ils ont besoin d'exagérer ça à mort. Donc, soit on exagère le son et soit on exagère l'image. En animation, en général, on va exagérer les deux parce qu'on n'est pas sur des gens filmés. Et c'est pour ça qu'on doit faire ça. Deuxième exemple, tu disais. Et le deuxième exemple, c'est tout simplement la motion capture. Donc souvent on entend à la télé, oui, la motion capture, on a filmé les acteurs et puis c'était fini. Pas du tout. Il y a une très très grosse part de travail de la part des animateurs. On vous ment. Non, mais surtout quand j'entends Andy Serkis, ça me saoule. Mais anyway, donc il y a un très gros travail de la part des animateurs derrière, justement, parce que si vous allez voir des données de motion capture qui sont extraites directement, alors je sais pas si ça se trouve, mais si jamais vous avez l'occasion d'en voir, on essaiera de trouver des exemples, vous allez voir que ça manque de plein de choses. Et tout premièrement, de poids, en fait. Parce que c'est juste des petits bâtons, des petits sticks qui bougent comme ça dans un espace 3D. Et donc nous, en tant qu'animateurs, on va devoir revenir travailler toutes ces animations pour leur redonner beaucoup plus de poids, qu'elles soient beaucoup plus crédibles, en fait. Voilà, encore une fois, une sorte d'exagération pour que ça fonctionne. Parce que comme ça, les datas de 3D de mocap ne fonctionnent pas. Je crois que le mot crédible est très important. Là, c'est le côté, on n'essaie pas que ce soit réaliste, on essaie que ce soit crédible. Et c'est ça qui est très très important. Parce qu'au final, on essaie de reproduire la vie sur un écran, juste une feuille de papier en 2D avec des images qui bougent, au final. Et c'est ça qu'il faut pour exagérer les choses. C'est pour ça que toutes les peintures, les dessins, les illustrations de corps humains, elles sont souvent très exagérées avec des traits très forts, en fait, pour vraiment mettre votre œil là où on a besoin qu'il soit et vraiment vous montrer les choses à 200%. Et une petite anecdote, à Disney, à l'époque, à l'ancienne, quand les artistes étaient en train de dessiner, Disney passait souvent derrière eux, puis ils regardaient leurs dessins et ils leur demandaient que ce soit plus réaliste. Plus réaliste, alors les animateurs revenaient avec un dessin qui était, oui, plus réaliste. Si je vais prendre l'exemple de Mickey, ils sont revenus avec des dessins d'une souris, une vraie souris, avec les muscles et tout, puis il a dit mais c'est pas ça que je veux, je vous ai dit plus de crédibilité. Et c'est là qu'ils ont commencé à intégrer que quand Mickey il tient la barre du bateau, mais il fallait pousser encore plus la pose, exagérer la pose, vraiment casser le dos, mettre les fesses en arrière, avoir une belle silhouette bien claire, et en fait c'est ça, il fallait que ce soit plus crédible et pour que ce soit plus convaincant, parce que une pause et ça on l'a vu dans l'épisode des pauses et de l'Uphill, une pause qui va être plus poussée va raconter beaucoup mieux l'histoire et plus clairement, alors qu'on n'aurait pas forcément ce genre de pause là. Il y a forcément dans la vie de tous les jours, on n'a pas des jolies pauses à chaque fois qu'on a une pause. Exemple qui nous énerve, le Seigneur des Anneaux dans le premier, quand l'orque qui tue Boromir.
Oui, Il y a voilà. un plan de profil où il est en train de bander son arc pour lui tirer la dernière flèche. L'acteur, il a une pose dégueulasse. En animation, on n'aurait jamais laissé passer ça. Bien sûr que non. Ouais, mais c'est plus pour le côté réaliste et c'est du film. Et l'exagération, c'est vraiment le truc qu'il faut, parce qu'on parlait de posing, il faut en fait appliquer à tous les autres principes, je pense. Ouais. Et essayer d'appliquer à tous les autres principes. Dans une certaine mesure, ça dépend aussi de sur quoi vous travaillez, sur quel projet. Il y a un style qu'il faut respecter. Donc à vous aussi de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Mais il faut toujours, je dirais qu'il faut toujours exagérer, au moins un tout petit peu, par rapport à la réalité. Voilà. Même pour un truc réaliste, il faut toujours en rajouter, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Si on prend encore un exemple tout bête, un mec qui tourne la tête ou un take d'animation, comme on avait animé dans le tout premier épisode des 12 principes, en fonction de à quel point le show il est cartoon ou pas, des fois la pose de breakdown va être vraiment amplifiée avec les épaules qui remontent jusqu'aux oreilles, la tête enfoncée dans le cou, et ça va ressortir avec un overshoot énorme et un settle énorme, alors que dans la vraie vie, on tourne pas la tête comme ça. On a un arc de tête qui va baisser un tout petit peu, on va avoir un léger arc, mais ça va être très très subtil. Et voilà, donc l'exagération, c'était ça. Est-ce que tu veux nous parler maintenant Du squash and stretch. Ça, je crois que c'est le principe préféré des étudiants. Parce que c'est le truc qu'on voit quand on fait la balle rebondissante qu'on met à la fin et c'est cool, tu vois, ça rend cool. Au début, tu fais une balle, c'est juste une sphère, ça marche pas, puis tu rajoutes le squash and stretch et c'est cool. C'est superbe. Le squash and stretch, c'est la conservation des volumes, tout simplement. Donc on parlait de balle rebondissante, c'est un excellent exemple. Quand vous mettez une balle rebondissante au sol, elle va s'écraser. Donc elle va perdre en hauteur, mais elle va gagner en largeur. Et du coup, en fait, tout son volume va se répandre sur les côtés. Et inversement, quand elle va remonter, elle va s'étirer parce que le bas de la balle est attiré par la gravité, alors que le haut essaye de monter. En fait, c'est le côté organique des choses qui fait qu'on n'est pas des blocs de pierre. Hein, on est des êtres faits de chair et de sang, et de gras et de peau et de tout. Donc forcément, on a des parties de nous qui vont s'écraser et s'étirer, mais qui vont toujours conserver le même volume. Et c'est là que c'est important. C'est la conservation du volume. Voilà, une des premières erreurs qu'on fait en squash and stretch, c'est quand on va dessiner une balle et qu'on va l'animer, l'erreur qu'on va faire, c'est justement de la stretcher, donc de l'étirer. Mais en fait, on va pas garder le volume. Donc en fait, on va juste faire une mise à l'échelle plus grande. Et en fait, ça va pas fonctionner de la même manière. Et pareil pour un squash, donc une compression, on va juste faire une mise à l'échelle plus grosse, plus aplatie, mais il n'y aura pas une conservation des volumes. Et c'est vraiment ça qu'il faut intégrer dans un visage, c'est pareil. Alors maintenant, tu me diras en 3D, les rigs le font automatiquement. Oui. Mais en 2D, c'est vraiment un principe qui est dur à appliquer parce que ça implique de vraiment avoir un bon coup de crayon pour garder les volumes en tout temps, quoi. Ouais, puis pas tous les rigs le font, forcément. Donc c'est vrai que des fois, vous devez y aller à la main en scalant vos contrôleurs. Et donc c'est important de savoir qu'il faut garder les volumes pour savoir qu'il y a deux genres de scale à faire pour que ça fonctionne. Vous pouvez en général inverser vos curves. Si votre rig est bien fait, ça marche pas mal de scale. Ouais. Vous prenez par exemple votre scale Y et vous prenez la courbe et vous l'inversez sur les deux autres axes. Normalement, ça doit bien marcher. Je mets bien normalement entre de gros guillemets parce que ça marche pas toujours. Ça dépend des rigueurs et tout ça. Ça peut poser problème, donc vérifiez bien. Parfois, ça m'est arrivé, alors je sais pas, ça se fait pas beaucoup, mais en VFX, peut y avoir pas de squash and stretch du tout. On peut t'en demander d'en mettre aucun. Tu peux en mettre un peu et que ça passe, mais des fois, on va te dire non. Parce que, je sais pas, les rigs sont... Déjà, il peut y avoir des simulations derrière qui le font automatiquement, de muscles. C'est ça, c'est qu'en fait, nous, on n'en met pas en VFX parce qu'il y a une grosse partie de simulation de muscles. Ils rajoutent les muscles, ils rajoutent le squelette, ils rajoutent la peau. En fait, elle va être traitée comme un cloth, comme un vêtement. Donc il y aura toutes ces parties-là d'étirement qui vont rajouter tous les mouvements secondaires en fait, qu'on n'aura pas besoin d'animer. A contrario, en animation, on en a besoin. Oui, sur des trucs très cartoon. Moi j'ai animé sur un show en série où on nous demandait de pas en mettre du tout. Alors le réel voulait absolument pas qu'on en mette. Pas de squash and stretch du tout, zéro. Alors que c'est pas réaliste, mais pas loin. Mais bon quand même, tu vois, tu dis, il y a des mouvements où il y en a besoin. Et du coup on essayait de le cacher là où on pouvait. Parce que c'était dégueulasse sans. Ouais, je dirais que c'est comme les actions secondaires, c'est les trucs où tu peux en mettre, mais fais gaffe quoi. Pas trop en faire. Il va y avoir certains cas de figure, et là, comme c'est le dernier épisode, je me permets de tout remélanger en un seul point, parce que c'est les 2-3 trucs qu'on n'a pas abordés, c'est les smear frames et les double frames. Yes. Il y a certains moments où il y a des mouvements trop rapides qui ont besoin de scotch, de stretch et tout ça, mais le spacing va être trop grand. Donc on va voir à l'œil que ça va sauter, que ça va popper, qu'il va y avoir un trou. Comme s'il manquait une image entre deux images en fait. Donc ce qu'on fait, c'est une triche. C'est soit on fait une smear frame, ça veut dire qu'on va prendre une partie du corps et on va la déformer, mais elle aura plus rien d'anatomique. C'est juste pour aider l'œil à suivre le mouvement.
mais c'est pas un truc que l'œil va voir, ça il va être une image parmi toutes les autres images qui elles vont être clean. C'est Qui va rendre le truc très fluide en fait. qui va rendre le truc très fluide. Et soit on fait ça, soit on ne le fait pas. Et l'autre manière, ça serait de prendre un membre et de le dupliquer. C'est souvent ce qu'ils faisaient dans les Tex Dans Avery, les cartoons et tout Tex ça. Avery, ouais, les vieux cartoons, on voit beaucoup ça. Ils prennent le bras et ils le multiplient 3 fois en suivant un arc. Et puis ça nous aide à lire le mouvement super bien et super proprement. Ouais, c'est pas mal parce que c'est comme si vous aviez la frame d'avant qui manque, qui est imprimée sur la même frame en fait. Donc là, mettons que vous avez la frame 12 et la frame 13, bah, la frame 12, ce qui aurait dû être la frame 12 et demi entre guillemets, qui n'existe pas, et va être sur la frame 13 aussi. Donc Et vous ça, avez c'est- le spacing, le spacing est respecté, mais en ayant 2 fois la main ou le bras. Et ça, c'était tout ça avant que le motion blur n'existe. Avant que le motion blur n'existe. Mais même avec le motion blur, on continue de faire des smear frames et on continue de faire des effets avec des double frames. Les double frames, c'est beaucoup plus rare, Ouais. mais ça se voit encore. Il y a un film sur lequel j'ai bossé où on l'a fait, on a vu avec les réels et un des animateurs l'a fait. Ça passait super bien, c'était vraiment Et- très très cool. Et en fait, une smear frame, tout simplement, j'en parle parce qu'on est dans le chapitre Scotch and Stretch. Ça peut être. Moi, j'ai eu un plan où il y a un personnage qui tombait très fort au sol. Et puis, il fallait vraiment qu'on sente l'impact dans sa tête. Ben, juste la frame avant qu'il touche le sol, j'ai stretché son visage énormément. Et en fait, à l'impact, je l'ai squatché énormément. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler des smear frames, puisque ben, j'ai complètement pété le crâne du personnage. Ça ne se lit pas, on va juste ressentir l'impact. Et après, il y a toute une notion en animation de je veux pas le voir, je veux le ressentir. Et il y a plein de trucs que des fois tu vas animer, que tu vas pas vraiment voir très précisément, mais qu'on a juste besoin de ressentir pour que ce soit correct et bien senti. Ouais, parce que c'est vraiment à fond dans le mouvement et que vous n'avez pas le temps de le voir à l'œil nu. Si vous passez frame by frame, vous verrez toutes les triches, c'est super. Ah oui, Dans Basile Détective Privé, à la fin, la Ratigane, il est vachement déformé, il y a beaucoup de smear frames comme ça. Ils sont super cool. Et si vous le passez image par image, ça n'a plus aucun sens, mais dans le mouvement, ça marche extrêmement bien. C'est hyper fluide. Donc voilà un petit peu pour le Scotch and Stretch, exagération. Et je crois qu'on a fait le tour des 12 principes de l'animation. J'espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Nous, on a pas mal révisé, en tout cas, je dirais. C'était sympa à faire. C'était nos carnets de vacances. C'est ça. On va prochainement reprendre les épisodes réguliers, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des idées de choses qu'on pourrait aborder dans d'autres épisodes hors série, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. On lit tout, parce que déjà il n'y en a pas tant que ça, mais surtout on lit tout parce que ça nous intéresse. Si vous avez vraiment des suggestions, on est preneur, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Bisous.